je propose qu'on enchaîne sur finalement la table ronde autour des échanges avec la France et la Roumanie. Si les orateurs veulent bien rejoindre ces sièges-ci. Alors, est-ce que vous avez des questions plus larges sur l'organisation des secours en Roumanie? Ou pour l'instant... Oui, je vous en prie. Bonjour, je voudrais savoir s'il vous plaît, par rapport après, moi je prêche ma paroisse un peu, je suis psychologue, alors je voulais savoir est-ce que vous avez un service de psychologie après... pardon. À l'inspectorat général pour les situations d'urgence, il y a un département de psychologie. D'accord. Mais on a un protocole signé récemment avec la Société des psychologues. D'accord. Et là, on essaye de développer des équipes de réponse pour le post-traumatic stress syndrome, pour intervenir pendant les catastrophes. Alors, le service de l'inspectorat est trop petit, on ne peut pas dire qu'on a dans chaque département, ce n'est pas vrai, mais quand même, si on veut mobiliser des psychologues, on a la possibilité de faire ça. Est-ce que votre service de psychologie intervient, par exemple, dans les cas des catastrophes naturelles, des accidents le médecin a mentionné les catastrophes naturelles, les accidents de voiture, les accidents de trafic. Est-ce que ça intervient? Pas comme routine. Seulement si on leur demande pour quelques situations, oui. Mais c'est pas une routine de leur envoyer dans chaque situation. Pour la prise en charge des victimes et la prise en charge des familles? Oui, pour les deux. Mais comme je dis, par exemple, on a eu un accident d'hélicoptère avec une équipe de chez nous. Alors le service de psychologie, ils sont allés, ils sont discutés avec les médecins, ils sont discutés avec les familles, tout ça. Ça s'est passé. Alors on utilise les psychologues, mais c'est vrai que pas comme routine. D'accord, je vous remercie. Mais en futur, j'espère qu'on va faire ça, parce que c'est ça la normalité. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions en rapport avec les présentations? Je vous en prie, monsieur. Bonjour. Donc vous parlez de pompiers, d'ambulanciers et de paramédics. Les paramédics, c'est qui? Très bien. Alors, selon notre loi, l'ambulancier, il ne travaille pas seul. Il travaille toujours avec une équipe où il y a un infirmier ou un médecin, où il fait que le transport non médicalisé. Les paramédics, ce sont les pompiers, ce sont comme vos secouristes, où maintenant on augmente leurs connaissances, pas par pas, on fait des modules avec eux, c'est ça que, comme Bogdan a dit, le module de voie périphérique, le module... Et eux, ils sont les pompiers. Là, ils peuvent travailler en équipe, mais sans avoir avec eux médecin ou infirmier. Alors, chez nous, on leur dit personnel paramédical, mais au niveau de formation, ils sont comme le technicien médical d'urgence aux États-Unis ou comme le secouriste chez vous. On n'a pas les paramédics où on leur forme 3 ou 4 ans comme les Américains font. Et je ne pense pas qu'on va passer sur ce chemin courant en Roumanie. On va aller peut-être quand même sur le chemin, on va continuer le chemin de former les pompiers, les infirmiers de l'ambulance et bien sûr avec le soutien des médecins pour les urgences graves. Parce que nous, en France, on n'est pas du tout paramédic. Et j'espère qu'à terme, on pourra y arriver parce que moi, c'est un truc que je recherche. Et à quand la formation paramédic? Il fallait qu'on introduise le terme. C'était une décision pratique et aussi politique. Si on ne donnait pas le titre de personnel paramédical aux pompiers, quelqu'un pourrait inventer le titre et donner à des autres gens qu'on ne sait pas quelle formation ils ont. Il y a des universités qui sont voulues commencer à faire les paramédics sans penser au système, de sortir des gens sans avoir la place pour eux. Alors de bloquer le titre par la loi et de donner le titre directement à un système et dire eux, ils sont le personnel paramédical
Et c'est fermé. On n'a pas de formation au dehors du système de l'État pour ça. Ce n'est pas une formation universitaire, ce n'est pas une formation dans des écoles privées. C'est seulement la formation dans le centre de formation du ministère de l'Intérieur. Alors comme ça, on pourrait garder la qualité de formation, on pourrait garder le nombre de gens formés et d'aller pour les gens qui sont dans le système. Pas de créer un métier où après tout le monde il va commencer à dire moi je suis formé, je veux faire ça, 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 et après ça de trouver qu'on est en face de prendre des décisions, de changer le système sans vouloir ça, seulement à cause de pression des gens qui sont été formés dans les universités ou dans une autre place comme paramédics, comme c'est aux États-Unis. On est différent, comme je dis, on ne peut pas copier des systèmes, on peut adapter des systèmes. C'est très difficile de copier des systèmes, c'est même pas correct, je pense. Mais il faut quand même rebondir sur la question, et en particulier, M. Erdgen est là, et Joël Prieur. Ce qui est appelé paramédics en Roumanie, c'est en fait les chefs d'agrès. C'est-à-dire que qui sont les paramédics en Roumanie? Ce sont les chefs d'agrès sapeurs-pompiers, c'est-à-dire les chefs d'équipe sapeurs-pompiers et les équipiers. Autrement dit, au lieu de les appeler secouristes sapeurs-pompiers, comme en France, on les appelle paramédics. Et comme en France, il y a aussi un projet de transformer certains sapeurs-pompiers en paramédics, alors le sujet peut prêter à confusion. Il faut faire un petit peu attention. Les paramédics en Roumanie n'ont rien à voir avec les paramédics américains. C'est une émanation de l'État, c'est un service de l'État, et ce sont, in fine, qui on a derrière le mot paramédics, des sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers qui, en fait, ressemblent complètement au chef d'agrès de la brigade ou au chef d'agrès qu'on rencontre dans toute la France et aux gens qui ont le PSE1, PSE2. Voilà. En fait, les paramédics, ils ont cette formation-là au truc. Et donc, ça n'a rien à voir avec un projet dont on entend parler aussi en France, peut-être M. Erdgen va en parler, qui est l'adoption de paramédics par les SDIS en France. C'est encore autre chose. Voilà, il ne faut pas trop mélanger, là. Merci. Pour comprendre, le personnel paramédical chez nous, il est 4 catégories, 4 grades de compétences. Alors, on a celui qui a fini la formation de base. Après ça, il évolue jusqu'à il est paramédic de grade 4, on dit. Et ça dépend de son expérience et de son formation, quel module en plus il a fait. C'est ça que... Peut-être d'ailleurs, parce que je vous sens un vrai appétit pour votre question et puis un questionnement personnel, on pourrait se remémorer les stades, comme vous le décrivez, Monsieur le Ministre, qui sont retenus par la Fédération et ces évolutions possibles. Je vais me lever parce que je suis derrière le pupitre. Bonjour à tous. Donc je représente la fédération ici. Effectivement, en écoutant cette conversation et en écoutant votre question, je pense qu'on peut donner peut-être plus d'espoir, je ne sais pas s'il faut parler d'espoir, mais enfin en tout cas plus de perspective que ce qui apparaît aujourd'hui. Il a été dit quelque chose que je trouve très sage, c'est qu'on ne transforme pas et on ne copie pas un modèle, mais on évolue. Le modèle qu'on connaît chez nous a longtemps été binaire. On a très longtemps eu d'une part des secouristes, et on englobait dans le mot secourisme, j'utilise à dessein ce terme-là qui est peut-être fondateur, mais on englobait beaucoup de choses, et notamment le premier niveau de réponse pour le secours aux personnes ou le secours d'urgence aux personnes, comme on tend à le dire maintenant. Et puis depuis les années 60, en France, on a schématiquement développé le système de la médicalisation préhospitalière et la médicalisation des secours. Ce modèle-là, binaire, il persiste encore en apparence, mais il tend vraiment à évoluer vers un modèle peut-être ternaire où il y aura une réponse intermédiaire. Alors d'une part, sur les paramédics et sur l'acception du mot paramédics, actuellement en France, le ministère de l'Intérieur, la direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, est le cadre d'une réflexion assez prospective, l'équipe nationale SAP, qu'importe. Et parmi cette équipe, il y a des gens qui réfléchissent, premièrement, à monter le niveau de nos chefs d'agrès. Alors monter le niveau des équipiers, monter le niveau des chefs d'agrès. C'est une première chose et ça correspond à ces paramédics du modèle que vous décrivez.
je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, il s'agit de démythifier quelques tout petits actes qui sont des choses assez simples et d'essayer, par exemple, voilà. Aujourd'hui, si on est très rigoureux, on nous dit non, vous n'avez pas le droit de mesurer la glycémie capillaire. Alors tous les citoyens ont le droit de le faire, j'ai le droit de le faire pour ma maman, si je ne suis pas du tout médecin, si je ne suis rien du tout. Mais en revanche, un secouriste, un professionnel n'aurait pas le droit de le faire. Il y a des choses qu'il faut balayer. Enfin, souvenons-nous le temps qu'il a fallu pour qu'on laisse à disposition des premiers secours des défibrillateurs quand même. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Il y a 15 ans, c'était expérimental. Il y a 20 ans, c'était hérétique. Bon. Et la deuxième chose, c'est pas tout à fait le troisième niveau, ça. La deuxième chose, c'est effectivement ce que nous, on entend en France par paramédicalisation. Alors, chez nous, dans notre pays, il est difficile de sortir du métier d'infirmier diplômé d'État. Mais dans les gens qui réfléchissent, je ne sais pas ce que ça donnera in fine, mais dans les gens qui réfléchissent, il y a certains qui disent peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être infirmier diplômé d'État pour accomplir des gestes, des actes, des prises en charge qui ressemblent aujourd'hui très fortement à ce qui est le rôle des infirmiers sur prescription, sur protocole. Donc il y a deux choses différentes. Il y a monter le niveau des chefs d'agrès, de ce qu'on appelle nos VSAV ici, et c'est quelque chose qui, à coup sûr, et l'avenir, c'est demain. C'est pas de la lointaine prospective. Et autre chose qui est distinct, c'est de réfléchir à cet intermédiaire entre une prise en charge tout de même de ce qu'on appellera encore le secourisme chez nous, et puis la médicalisation préhospitalière. Il y a certainement un intermédiaire entre les secours et les soins primaires, en quelque sorte, qu'on connaît aujourd'hui, et la réanimation préhospitalière qui est une réanimation lourde, de la même façon qu'à l'hôpital, il y a des services de médecine, de chirurgie et de réanimation, et que tous les patients ne vont pas en réanimation. Même si qui peut le plus, peut le moins, il y a un intermédiaire à trouver. Trouver cet intermédiaire, ça nécessitera de stabiliser la place de chacun. Aujourd'hui, cet intermédiaire est considéré comme dangereux et concurrent du système de la réanimation préhospitalière. Il ne doit pas être un système concurrent, il doit être un système complémentaire, et c'est dans ce sens-là que les réflexions d'aujourd'hui sont en train d'être menées. Bien, je peux. Bonjour, je suis général prieur, général à la retraite. J'étais il y a quelques années le patron de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et pendant 8 ans, quand j'étais adjoint et ensuite le patron, j'ai accueilli des délégations étrangères qui venaient visiter la France et visiter les pompiers de Paris parce que c'était plus facile, c'était sur la capitale. Et je leur faisais des exposés sur les missions des pompiers en France, et en particulier la mission de secours à personne, qui représente 80% de notre activité, vous le savez, et qui repose sur un véritable élément du patrimoine national qui s'appelle le premier secours en équipe. Je reste un fervent adepte du secourisme à la française, et en particulier de ce deuxième niveau de secourisme que constitue le PSE, un véritable monument national. Et chaque fois que je recevais une délégation, je leur débitais mon discours sur le premier secours, cette œuvre magnifique qui constitue un socle commun de compétences partagé entre les 240 000 pompiers de France, qui sont la première réponse de la chaîne des secours, vous le savez tous, et les 70 000 bénévoles des associations agréées de sécurité civile qui partagent avec les pompiers ce joyau. Au bout de quelques temps, de quelques délégations, de quelques visites, je me suis rendu compte que ce joyau, le monde entier ne nous l'enviait pas. J'étais très dépité. Et jusqu'au jour où quelqu'un, en fait c'est mon voisin de gauche, me tire la manche et me dit « Joël, il y a un pays dans le monde qui s'intéresse vivement au modèle français et au premier secours en équipe, c'est la Roumanie. Et je t'engage à t'intéresser à l'expérience qui se déroule là-bas, puisque la Roumanie va probablement te solliciter pour importer, je parle sous votre contrôle là, pour importer le secourisme à la française, comprenez le PSE, dans ce pays, ce qui était un cas unique. Je ne connaissais pas d'autres
exemple d'exportation du secourisme à la française à l'étranger. Et nous voici donc en délégation à Bucarest. J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de rencontrer Raed Arafat, secrétaire d'État aux situations d'urgence, comme ça, qui, vous l'avez remarqué, est parfaitement francophone. Et la première question que je lui pose, je dis, monsieur le secrétaire d'État, pourquoi comment avez-vous identifié et pourquoi avez-vous préféré le modèle français de secourisme au modèle des paramédics anglo-saxons, les vrais là, hein, qui sont des agents publics, hein, des véritables professionnels à tremplin du secours et qui travaillent sur des hypothèses totalement différentes des nôtres. Et force est de reconnaître que de l'Angleterre aux États-Unis, au Canada, le modèle anglo-saxon des paramédics fait tache d'huile dans le monde, alors que notre joyau national n'a pas franchi les frontières. Et Raed Arafat me répond, dit, j'ai passé plusieurs années à faire un solide benchmarking de tous les modèles de secours d'urgence en amont de l'hôpital, et entre le modèle anglo-saxon, entre ses avantages et ses inconvénients, et le modèle français qui constitue une alternative, on ne meurt pas plus, hein, quand on est soigné par un secouriste en France que par un paramédic à Londres. Hein, j'ai vérifié. Il m'a dit, j'ai préféré le modèle français parce qu'il offre un rapport coût-efficacité qui est bien supérieur au modèle anglo-saxon qui est solidement tarifé. Hein, je parle toujours sur votre contrôle. Voilà l'explication de la présence de la Roumanie ici dans ce salon. C'est le seul cas, le seul pays qui ait compris l'avantage du système du secourisme à la française et qui ait décidé de l'importer dans son pays. Quand je dis de l'importer, ça a été un travail colossal parce que tout le référentiel PSE et monitorat, etc., a été traduit en roumain et est passé dans ce pays. Et la deuxième exploit que je signale, tout à l'honneur de notre hôte, qui avait eu l'occasion de venir faire plusieurs séjours en France, le premier au SAMU 75, où il avait bien observé le fonctionnement du SAMU français, le deuxième à la brigade des sapeurs-pompiers, puisque c'est un des rares à avoir effectué le stage des commandants d'opérations de secours made in BSPP. Donc il a vu les deux côtés, les rouges et les blancs. Il a bien observé au passage qu'il y avait des situations et quelques turpitudes qui étaient peu exportables dans le dispositif. Et de retour dans son pays, quand il a construit ou reconstruit le système d'urgence et tout le système préhospitalier sur le modèle français, reposant sur le référentiel PSE, il a bien entendu évité tous les pièges bien connus dans notre pays, confère la guerre des rouges et des blancs, et les choses se passent merveilleusement bien dans ce pays entre les deux couleurs que je viens d'évoquer. C'est un deuxième exploit. Voilà. Donc, je suis ici pour, effectivement, signaler cet exemple qui, pour l'instant, est unique, puisque c'est le seul pays qui ait adopté notre modèle. Les choses se passent très très vite. J'ai eu l'occasion d'aller à Bucarest, moi-même vérifier, voir comment les choses se passaient. Je suis revenu complètement bluffé. En quelques années, tout le service public roumain a été reconstruit, et sur un modèle très inspiré du nôtre, mais débarrassé de toutes ces turpitudes. Donc s'il y a une visite à faire pour savoir comment ça se passe et comment ça devrait se passer encore mieux dans notre pays, allez à Bucarest. Moi, jusqu'à le docteur Kowalski dit quelque chose, je vais compléter que on a eu l'occasion de collaborer avec beaucoup de gens. Nous, on a collaboré bien avec la France, mais aussi on a eu les liens avec les Américains, avec les Écossais, avec les Norvégiens, avec tout. Et on a pris beaucoup des idées de chacun.
C'est vrai que le système s'est construit selon le modèle français, spécialement pour la partie préhospitalière. Pour la partie accueil urgence et service d'accueil urgence et la spécialité de médecine d'urgence, là, on a adapté plutôt le système anglo-américain. Là, on a pris plutôt de chez les Américains et chez les Écossais et les Anglais la partie spécialité médecine d'urgence et la partie service accueil d'urgence intégré. Et on a combiné ce qu'on a pris de là avec ce qu'on a pris de la France pour faire un système intégré préhospitalier, intra-hospitalier, en impliquant les pompiers et tout ça. Parce que même si les Américains, ils parlent de leur système, quand même, il y a beaucoup de choses communes avec le système français. Ils ont le premier secours avec le EMT, ils ont plusieurs choses qu'ils font qui sont très proches de cette chose que vous faites aussi en France. La même chose en Écosse. Il y a beaucoup de choses, si on voit tous les systèmes du monde, on trouve qu'il y a beaucoup de choses communes qu'on ne reconnaît pas qu'ils sont communs. Et en France, le système de secourisme, à mon avis, c'était la meilleure solution pour la Roumanie. Quand on a voulu adopter un système, on était devant adopter les paramédics de 4 ans, formation et très longue période de réforme, et adopter le système français où on a travaillé avec les collègues de la brigade, avec la formation rapide et la transformation rapide de système. Et on a adopté ce système et moi, je pense qu'on a fait la décision correcte sur cette chose, c'est clair. Oui, bonjour. Moi, je voudrais apporter un petit témoignage maintenant que je vis en brousse, hein, moins loin. Maintenant que j'habite en province, parce que Plus fort. plus près, ça va? Ouais. Ouais, maintenant que je suis en province, c'est un peu en brousse. C'est un petit peu différent de l'approche parisienne. Hein. C'est des choses qu'on avait vues quand on avait rédigé le référentiel, le fameux référentiel il y a quelques années, hein, les tables de la loi actuelle. Il y a quand même un trou dans le dispositif. Hein. Dans ma centrale nucléaire, là, puisque je bricole dans le nucléaire, pour avoir un SMUR, c'est 30-40 minutes. À peu près. Hein, depuis, les centrales ne sont pas en ville. Hein, les SMUR mettent un petit peu de temps à arriver. Donc il y a bien clairement, et il n'y a pas toujours un médecin sur la centrale, la preuve, aujourd'hui, il n'y en a pas. Hein, on a formé des secouristes, on forme des secouristes en équipe, qui ont comme mission, je vais dire, de déblayer un peu le terrain, de faire les premiers gestes. On protocolise les infirmiers, mais il faut qu'ils arrivent, parce que quelquefois ils sont à la maison. Et puis en plus, c'est dans un environnement qui fout les jetons à tout le monde, parce que le nucléaire, par définition, ça fait peur, même s'il faut relativiser encore une fois ces trucs-là. Et on voit bien qu'effectivement, on a un moment sur l'urgence. Un infirmier protocolé, quand il est infirmier du travail, il fait une urgence tous les 2 ans, une vraie urgence tous les 2 ans. On a une zone grise sur nos territoires où, dans certains coins que je vais qualifier de brousse, sans péjoratif, le SMUR est loin. Le VSAV, il fait une intervention ou 2 par semaine, et donc techniquement, ils ne sont pas forcément tous au top. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait, quoi, hein, et on revient à notre réflexion d'il y a quelques années, et on est toujours dans le bleu. Je ne sais pas comment tu fais chez toi pour ces aspects-là. On a une vraie difficulté, hein, qu'on n'appréhendait pas bien à Paris sur ces urgences. Quelquefois, en plus, dans un environnement un petit peu hostile, hein, industriel ou autre. Voilà. Tu fais comment, toi? Bon. C'est clair que pour le délai de l'équipe médicale, on est encore aussi loin d'arriver là où on veut. Il y a des grandes distances. La Roumanie, la France, on partage à peu près les mêmes aspects. On n'est pas tous dans les villes. On est beaucoup dans les villages, beaucoup dans les zones rurales. Alors, il est assez vite aussi médicalisé. Avant, le système, il faut comprendre d'où on est allé. Avant, on a eu le service d'ambulance seulement, qui sont allés de petites villes vers la campagne, vers les zones rurales. Et ils ont été les premiers qui arrivent là. Et là, on a eu beaucoup de gens qui sont morts à cause de l'arrivée trop tard des services médicaux d'urgence. Après ça, on a commencé avec les véhicules de soins intensifs de SMURD, et quand même aussi le délai, ils ont été très longs.
quand on a commencé avec le premier secours, avec les équipages de premier secours, c'était d'apporter quelqu'un trop vite avec le défibrillateur, l'oxygène, tout ça, vers les gens. Alors nous, on a fait un pas très grand pour la Roumanie qu'on n'a pas eu avant. Et comme ça, on a diminué les délais pour arriver aux malades, mais pas avec un médecin, avec un équipage médicalisé, avec le premier secours. Maintenant, on est aux phases où on fait le rendez-vous entre l'équipage de premier secours avec l'équipage médicalisé, on peut dire, qui a diminué le temps qu'on a mis avant. Et après ça, on a les hélicoptères pour les interventions primaires, où on va quelquefois sur les villages, on va pas seulement sur les accidents, mais aussi sur les cas médicaux. Le problème, c'est que on a deux types d'équipages. On a les équipages de soins intensifs vrais, avec le médecin d'urgence de 5 ans ou le résident de 3 ans de médecine d'urgence, ou avec l'anesthésiste réanimateur, très rare, mais on a ça. Et on a les équipages avec l'attestat de médecine d'urgence de 6 mois avec les médecins généralistes. Ce qu'on essaie maintenant, c'est d'avoir au moindre l'équipage de médecins généralistes avec l'attestat, et après ça, là où on peut, l'équipage de soins intensifs. On continue à augmenter le nombre des équipages encore. On était vers 10 équipages de soins intensifs dans toute la Roumanie, maintenant on est à 28, continue. Par jour, on a, chez les services d'ambulance, à peu près 70 équipages avec médecins, avec attestat sur le véhicule. Mais on continue à développer ça pour baisser le temps entre le premier secours et la médicalisation, là où on a besoin de médicalisation. La télémédecine est un des chemins pour médicaliser beaucoup plus vite. Et je vais vous expliquer. Par exemple, on a un arrêt cardiaque. L'équipage de premier secours, maintenant, il commence défibrillation, massage cardiaque, ventilation. On a déjà commencé à former des gens à voie alternative à l'intubation, qu'ils utilisent comme bitube ou quelque chose. Mais avec la télémédecine, avec les modules de voie périphérique que Bogdan a parlé, nous, on va pouvoir donner l'ordre aux pompiers d'administrer les médicaments. Et c'est nous qui sommes responsables de ça. Alors, si le pompier, il peut mettre le voie périphérique, il peut ventiler, il peut défibriller, il peut masser, pourquoi pas? Si on est avec lui, même si on est loin, on lui dit maintenant adrénaline, maintenant l'amiodarone, et le pompier, il exécute l'ordre d'un médecin. Alors, il est seulement exécuteur. On a prévu par la loi, c'est déjà dans la loi roumaine, dans la loi roumaine que les pompiers peuvent prendre la voie périphérique et peuvent administrer des médicaments. On n'a pas implémenté encore, mais on a mis dans la loi à 2006 cette chose et dans le décret, parce qu'on a connu où on va. Alors maintenant, on va seulement sortir les articles et on va dire maintenant on implémente l'article numéro, je ne sais pas quoi, l'article numéro quoi de la décret de ministre et de la loi, et on va implémenter ça sur le terrain. Notre but maintenant, c'est que sur chaque engin, un pompier doit pouvoir prendre la voie périphérique et administrer les médicaments. Pas toutes les gens dans l'équipe, mais un de l'équipe, il doit être formé comme ça. C'est ça notre but pour les suivants 2 ans. Voilà. Nous, on a un but aussi, c'est qu'on a 7200 et quelques points du territoire où on envoie une équipe de prompt secours. On a un peu moins de 7300 centres d'incendie et de secours en France. On a entre 200 et 300 endroits où on envoie une équipe de réanimation préhospitalière. L'objectif du ministre de la Santé, l'objectif du président de la République, c'est qu'on porte les Français à moins de 30 minutes de soins d'urgence. Et l'enjeu, il est de faire un peu mieux que 200 à 300 points de distribution de réanimation préhospitalière. Je vais parler clairement. Notre enjeu à nous, il correspond à ce que vous écrivez, c'est-à-dire devant un arrêt cardiaque par exemple, mais il y a d'autres pathologies aussi. Devant un arrêt cardiaque, outre la ventilation, outre la défibrillation, de pouvoir par exemple injecter un médicament et de pouvoir assurer une suite d'un logigramme. Aujourd'hui, c'est la paramédicalisation en France qui permet d'offrir ça. Aujourd'hui, ce sont des infirmiers de sapeurs-pompiers à 95% volontaires
qui distribue ces secours. Et je pense que c'est l'enjeu dans notre système, c'est l'enjeu de progrès. Parce qu'aujourd'hui, cette réponse paramédicale intermédiaire, qui ne remplace pas le médecin quand il est utile, mais qui vient avant le médecin, il constitue un échelon de progrès. Sur le papier, c'est assez clair. Ça se heurte encore à 2 obstacles. Le premier, c'est que c'est absolument inégal. On a aujourd'hui 100 politiques territoriales d'incendie et de secours parce qu'on a 100 départements. Et on a besoin, et le ministre de l'Intérieur lui-même souhaite qu'on ait une doctrine nationale. On n'a pas de doctrine, on a un référentiel en 2008, mais qui est considéré d'application assez facultative selon les acteurs. Et dans 100 départements, vous avez 100 lignes d'équilibre qui oscillent entre, je vais garder du tout médical parce que surtout je ne veux pas vendre des bijoux de famille, ou alors je vais accepter une réponse intermédiaire. Et c'est vers cet équilibre entre la réponse médicale et la réponse intermédiaire, la réponse paramédicale, que l'on doit aller. Et aujourd'hui, on a potentiellement la possibilité, pas partout dans les meilleurs délais, mais on a la possibilité d'avoir un objectif qui n'est pas à 30 minutes, mais qui est peut-être à 20 minutes, 20 à 30 minutes de paramédicalisation, ce qui n'empêche pas le rôle de la réanimation préhospitalière qui est médicale. Voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, il est que cet échelon intermédiaire, paramédical, il devienne la règle. Et il y a encore beaucoup de territoires, et c'est parfaitement arbitraire, ça dépend de qui est aux commandes en quelque sorte, quel est l'historique de chaque endroit. Il y a beaucoup de territoires où on considère que ça n'existe pas, ça n'a pas d'intérêt, c'est anecdotique, c'est facultatif. Non, c'est pas facultatif de pouvoir injecter de l'adrénaline devant quelqu'un en arrêt cardiaque ou de la myodarone. C'est pas facultatif d'injecter de la morphine à quelqu'un qui hurle de douleur. Ça fait environ 30 ans qu'on a prouvé que ça n'était pas délétère et que c'était favorable. Ça fait plus de 10 ans que M. Kouchner a écrit dans la loi que c'était une obligation. Et encore aujourd'hui, on a des patients qui hurlent de douleur et on leur dit « Attends un tout petit peu, attends 40 minutes ou attends d'arriver à l'hôpital parce qu'avant, il n'y a rien de sérieux. » Donc l'enjeu aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est qu'on généralise cette réponse intermédiaire qui est la réponse paramédicale. Alors là, j'allais prendre la parole pour dire à peu près la même chose et pour expliquer comment ont été choisis les sapeurs-pompiers en Roumanie pour finalement les transformer en paramédics. Lorsque la Roumanie nous a demandé au colonel Maurer et à moi-même un audit, c'était en 2003, et on est allé voir en Roumanie, on s'est rendu compte de 2 choses très importantes, qui à mon avis sont fondamentales. La première qui a été dite par Erdgen, c'est l'extraordinaire maillage que constituent les casernes de sapeurs-pompiers en France comme en Roumanie. C'est-à-dire qu'il y a un maillage, une capacité de réponse qui n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent en gendarmerie, il n'y a pas d'équivalent en police, il n'y a pas d'équivalent sur aucun service de l'État, même plus pour la Poste. Même plus pour la Poste. Ce sont les pompiers qui ont la meilleure couverture opérationnelle du pays. Et c'était le cas en Roumanie. La deuxième chose, c'est qu'on a découvert avec Maurer qu'il y avait à peu près 80 000 pompiers en Roumanie, c'était pas nul, et que le nombre d'interventions annuelles était de 80 000 pompiers, le nombre d'interventions annuelles, 7 000. Et encore 7 000 en comptant les chats et aller déboucher les cheminées. Je veux dire, le nombre d'interventions que faisaient ces 60 000 pompiers en Roumanie ne dépassait pas 3 500, en fait. Et donc, il y avait un formidable potentiel d'utilisation de gens qui étaient présents sur le terrain, qui étaient, en plus, avaient l'habitude de travailler en équipe et qu'on pouvait former. Et c'est ça qui a fait que on a choisi, vous avez choisi ces premiers secours de sapeurs-pompiers, de confier aux sapeurs-pompiers ces premiers secours en équipe. Et c'est ça qui a transformé la chose. Et aujourd'hui, vous avez vu sur les courbes, les sapeurs-pompiers sont passés de 6 000 interventions au total à 350 000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont véritables. Et ça, c'est valable en France. C'est-à-dire qu'en France, la meilleure couverture opérationnelle pour pouvoir donner des soins d'extrême urgence
Alors n'appelons pas ça des soins, mais des secours d'extrême urgence, y compris avec l'aide de médicaments à quelqu'un qui en a besoin, eh bien, la meilleure couverture, ce sont les sapeurs-pompiers. Si on veut gagner du temps, eh bien, on a là un maillage, une capacité de réponse qu'il faut utiliser au maximum, sans tenir compte, etc. Le reste étant plus des problèmes directement opérationnels, mais d'organisation, de loi et d'autorisation. Merci. J'ai quelque chose encore à dire. On a pensé beaucoup en Roumanie sur un aspect et on a toujours ça devant nous. Ça, c'est la dilution de l'expérience. On évite de former tout le gens pour faire tout. Et on est sur un plan de former un groupe de gens et augmenter leurs compétences, mais pas pour tous. Parce qu'on a vu, même dans le système américain, que si on forme tous d'être paramédics et on forme tous de faire tout, on arrive que quelques gens vont faire rien pendant une période, ils vont perdre leurs compétences et après ça, on va avoir des problèmes de qualité de l'acte médical. Il y a eu aux États-Unis des études qui sont sorties récemment qui disent l'intubation de quelqu'un avec un traumato-crânien en préhospitalier est pas bien. Il faut aller à l'hôpital sans intuber. Mais les études comme ça, ils ont été faits dans des villes où les gens qui sont intubés, ou dans des places où les gens qui sont intubés, ils n'ont pas l'expérience. Ils sont intubés peut-être une fois par 3 mois ou 4 mois. Alors ils ont fait le faute. C'est ça qu'il faut quand même éviter. Pour moi, c'est mieux de ne pas donner le droit d'intuber à chacun si je sais que son exposition à l'intubation va être très peu. Et c'est mieux de lui donner une modalité plus sûre d'assurer le voie aérien que l'intubation, par exemple, même pour les médecins. On a eu une présentation par un collègue australien il y a une période qui a aussi dit la même chose. Il ne faut pas intuber en préhospitalier, c'est très mal, il faut attendre à l'hôpital. Il a donné quelles fautes ils ont fait. Et moi, j'ai mis une seule question. Combien de fois votre paramédic intube? Une fois par 6 mois. Alors, on peut attendre à quelque chose comme ça. Si on intube une fois par 6 mois, alors on ne sait pas intuber peut-être, et comme ça, on va perdre la compétence. Nous, on a fait 2 études. On a comparé la survie des malades apportée par le service d'ambulance avec un médecin qui intube pas, qui ne sont pas intubés, et avec les véhicules de SMURD où les malades ils arrivent intubés. Et on a fait une étude rétroactive et une étude proactive, avec un plan, avec tout ça. Le rétroactif, on a trouvé une différence de survie entre les 2 catégories. Ça, c'est pour la médicalisation. Ça, pour montrer que la médicalisation, quand c'est fait bien, elle sauve des vies. Parce qu'on a trouvé qu'il y a une différence de à peu près 18% entre les gens apportés par le SMURD et par l'ambulance, par le médecin de l'ambulance, parce que 5% des gens qu'il fallait intuber, apportés par le SMURD, ils ont été intubés à l'hôpital, 95% en pré-hospitalier, ventilé et tout ça, en comparaison avec l'ambulance qui était exactement l'inverse. 5% intubés en pré-hospitalier et 95% à l'hôpital. Quand on a fait l'étude proactive, dans 2 centres, Cluj et Târgu Mureș, on a trouvé qu'il y a une différence. Et on a pris le trauma score, le injury score severity, on a fait l'évaluation correcte entre les malades, on a trouvé comme ça. Jusqu'à le score de sévérité de 35, mortalité différence, c'était 1% pour le SMURD, qui était mieux pour le SMURD, plus de 55, mortalité égale 25%, mais entre le 35 et la 55, la mortalité c'était moins par 11% si le véhicule de pompier avec le médecin d'urgence est celui qui a porté le malade. Alors on a les preuves que quand même la médicalisation sauve des vies, mais il faut faire la médicalisation avec des gens qui ont l'expérience très bien,
Si on n'a pas les gens qui ont de l'expérience, alors il ne faut pas pousser pour créer des équipes qui vont quand même pas appliquer les choses correctement. Il faut toujours penser à cette chose, à la dilution de l'expérience. Moi, je préfère une équipe beaucoup mieux formée, qui vient un peu peut-être plus tard, qu'une équipe qui a la compétence de faire quelque chose, mais qui n'a pas l'expérience et qui arrive un peu plus vite. Il faut trouver la balance entre les deux, à mon avis. Alors ça s'appelle la régulation. Et en France, dans tous les SAMU, il y a une régulation. Et alors, en Roumanie, vous avez des magnifiques centres de réception des appels avec les policiers, avec les sapeurs-pompiers et avec les médecins, c'est-à-dire que et plus les ambulanciers, vous avez réussi à réunir tout le monde. En France, on n'a jamais réussi à mettre les policiers dans les centres 112 ou dans les centres 15-18 intégrés. Mais vous n'avez pas de médecin régulateur. Alors, si quelqu'un qui peut répondre à la qualification de la réponse par rapport à vos besoins, c'est bien le médecin régulateur. Alors, pourquoi vous n'avez pas de médecin régulateur en Roumanie? Vous avez adopté tout ce qui était de bon, et puis là, vous avez laissé de côté ce qui, nous, en France, nous paraît très important, un pilier. S'il y avait quelqu'un du SAMU ici, ils ne sont pas venus, je parle pour eux. Il y a Suzanne qui est là, mais si elle veut parler, bon, elle peut venir. Mais en France, tout le système a comme pilote le médecin régulateur. Et vous l'avez laissé de côté. On a laissé le moitié au côté, pas tout. Pour prendre la décision d'envoyer, on utilise le médecin. Alors, si on envoie l'hélicoptère, si on envoie la véhicule de réanimation, normalement, il y a un médecin impliqué dans la décision. Mais si on prend Bucarest, parce que ça c'est le problème de Bucarest plutôt, on ne permet pas la régulation à Bucarest. La régulation où on va avec le malade. Parce qu'on risque de rester coincé avec le malade dans l'ambulance pendant des heures. Parce que les hôpitaux, tous, ils disent on n'a pas la place. Et si on n'a pas la place, on reste avec le malade dans la rue. Il y a quelques ans où on a eu ce problème. Les services d'ambulance, avant d'avoir les services d'accueil d'urgence, les services d'ambulance, et avant d'avoir le SMUR à Bucarest qui a commencé seulement le 2008, les ambulances, ils sont allés au premier hôpital. Ah oui, c'est grave, mais on n'a pas la place. Allez à l'autre, allez à l'autre. Et ils sont téléphonés. Venez pas avec les malades, on a plus de places. Alors, nous, on a dit le suivant chose. Il y a les services d'accueil urgence. Le malade va au service de d'accueil urgence qui est obligé de stabiliser, qui est obligé d'investiguer. Et l'hôpital, si c'est quelque chose de sauver la vie, il est obligé d'intervenir. Et ce n'est pas lié à la place pour le malade après l'intervention. Après ça, on trouve une place. Autrement, c'était le problème d'attendre dans la rue avec les malades. C'est une chose. Là où on fait la régulation, c'est avec l'infarctus comme vous avez vu. Là où on voit que le malade a le STEMI, là on ne dit pas vous allez au plus proche hôpital avec service d'accueil urgence qui a tous les services dans l'hôpital, et on dit là tu vas à l'hôpital qui est aujourd'hui de garde avec le laboratoire d'interventionnel. Parce qu'on a 5 hôpitaux à Bucarest qui font la garde un jour l'un, un jour l'autre. Et c'est très important la régulation, et on fait ça, on regarde, c'est le STEMI. Alors, vous allez aujourd'hui à l'hôpital qui est de garde, même si vous allez traverser toute Bucarest, et vous arrivez là parce que c'est là la meilleure place pour le malade. Et cet hôpital, à ce jour-là, peut jamais refuser un malade avec infarctus. Il connaît bien que tous les malades, ils vont arriver chez eux. Et on a le nombre, on a tout, on sait qu'est-ce qui se passe. Alors, tous les malades avec le STEMI, ils vont arriver à cet hôpital. Cet hôpital a les équipes, a tout le monde préparé pour prendre les malades comme ça. Au même jour, pour des autres urgences cardiologiques, cet hôpital, on leur laisse tomber. On ne leur prend pas des autres urgences cardiologiques. On prend les urgences vers les autres hôpitaux qui ne sont pas de garde pour le cathétérisme. Alors, il y a la régulation pour quelque chose,
Mais pour les autres, pour pas rester avec les ambulances dans les rues, on va sur le plus proche hôpital avec les spécialités nécessaires. Quand même en France, et ça commence à venir chez les sapeurs-pompiers, y compris aux sapeurs-pompiers de Paris, mais dans tous les SAMU, on a des gens qui s'appellent des permanenciers. C'est-à-dire un métier qui est de répondre à l'appel. Quand je vais à Toronto, tu es allé à Toronto, ils reçoivent plus de 200 000 appels tous les jours et ils ont des gens qui sont spécialisés pour accueillir l'accueil téléphonique. Ça s'appelle permanencier. Il y a ce métier que les SAMU ont bien développé. Les stationnaires, on sent que chez les sapeurs-pompiers, les stationnaires, qui sont l'équivalent des permanenciers, on va vers une formation spécifique. Est-ce que toi, dans tes centres 112, tu as des gens qui sont formés pour répondre à l'appel des gens? Non médecins, bien sûr. Il y a, eux, on leur dit registrateurs, opérateurs. C'est ça le nom en Roumanie, c'est ça le nom qui sont donnés par l'ambulance. Ils font un cours, ils ont des gens qui reçoivent l'appel, mais ce qu'on veut regarder, parce que hier, le général, il m'a dit, sur la schème de décision. Dans le système 112, il y a les questions qu'ils peuvent mettre et qu'ils l'amènent sur code rouge, code jaune, code verte. Code rouge, toujours, il faut premier secours et médicaliser le plus vite possible. Code jaune, c'est premier secours ou infirmière ambulance. Et le code vert, c'est le médecin généraliste ou c'est le transport et toutes les autres choses qui ne sont pas vraiment graves. Alors, il y a cette chose et il y a la liste des questions selon, si vous connaissez l'index de l'ERDAL, qui a été fait il y a quelques ans, c'est traduit en roumain, on utilise ça. Mais c'est un peu difficile. Il faut trouver peut-être des modalités beaucoup plus vite et plus simples pour prendre la décision. Mais il y a des gens qui sont formés pour ça. Et il n'y a pas les médecins dans tous les centres 112 et c'est ça qu'il faut qu'on pense en Roumanie. Un, pour le futur, c'est de combiner toutes les dispatchs. Mais la deuxième chose, on met la question maintenant si on a besoin d'un dispatch pour chaque département. La Finlande, par exemple, ils ont eu 21 dispatchs intégrés. La Finlande, ils sont totalement intégrés. Police, ambulance, tous, ils sont dans la même place. Il y a quelques ans, ils ont eu 21 dispatchs. Maintenant, ils sont à 8 dans toute la Finlande. Et en Roumanie, on déjà met la question s'il ne faut pas arriver en place d'un dispatch dans chaque département à un dispatch pour chaque 2-3 départements. On a les communications très fortes par le tétra qui nous permettent de parler à la distance. On a tout ce qui est possible et ils nous permettent d'utiliser les ressources des départements, même aux frontières de départements, beaucoup mieux comme ça. Et bien sûr, moins coûteux pour les dispatching, et comme ça, on peut avoir des ressources humaines beaucoup mieux formées. Alors, je pense, peut-être dans 4-5 ans, on va commencer à voir les dispatchs régionaux à Bucarest. Le premier, déjà, ça sera Bucarest et le banlieue de Bucarest qui sont été séparés. Maintenant, on a leur commencé. Alors, ils vont travailler comme région avec à peu près de 3 millions et demi de gens. Oui, ce sera la dernière question. Je vous en prie. Bonjour, pour me permettre de répondre à votre question, j'ai travaillé 4 ans au service de 911 à Toronto. Et voilà, par rapport à la Roumanie, je trouve très intéressant, c'est ce que vous avez fait en Roumanie. Pour répondre, moi, en tant qu'opérateur, parce que bon, permanencier, c'est en France, mais là, c'est les opérateurs. Et la première question qu'ils vous posent, c'est Police Fire Ambulance. C'est-à-dire que la personne qui appelle a le choix de dire en fonction de ce qu'il désire, en tout cas, faire venir la police, l'ambulance. De toute façon, un équipage d'ambulanciers, il va être sous les cas et c'est le permanencier, en tout cas, qui va décider s'il envoie l'ambulance et la police, l'ambulance et les pompiers. Il y aura toujours deux, si vous voulez, deux intervenants.
En plus, moi, en tant que psychologue, j'ai été dans l'armée canadienne. Alors, on faisait, par exemple, des interventions en travaillant à l'hôpital militaire de Toronto, où on faisait des interventions, par exemple, c'est ce que j'ai mentionné, monsieur le ministre, il a répondu tout à l'heure, des supports psychologiques en cas de catastrophe naturelle, accident, voire, voilà. Même, ça nous est arrivé de faire, par exemple, des interventions psychologiques en cas de, je sais pas, violence domestique. Voilà. Et je trouve très intéressant d'ailleurs qu'en Roumanie, ils font ça. Voilà, c'est... Le système français, je suis convaincu, et je suis en France depuis 5 ans. Je travaille à l'hôpital, au CHU de Toulouse, sur le site Marchand. Et voilà, on a mis en place, c'est ce qu'on appelle les centres d'urgence médico-psychologique, en tout cas pour la prise en charge, en plus de l'aspect médical, de l'aspect psychiatrique et psychologique. Merci beaucoup. Je vais conclure cette séance de table ronde. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a beaucoup à apprendre des visions étrangères de l'urgence. On voit que la préoccupation est commune, essayer de se mettre le plus au service des citoyens qui en ont besoin, que c'est un enjeu indéniable collectif, même en termes d'une nation, cette heuristique de l'urgence, c'est-à-dire qu'on accepte d'appartenir à un groupe dont on imagine que quand on aura des difficultés sociales ou médicales ou de secours, on sera correctement traité. Et c'est un élément d'homéostasie sociale qui est essentiel à un pays. Et voir comment on a négocié service rendu, attendu par tous les citoyens d'un pays à l'autre, nous questionne sur nos pratiques. On voit que des évolutions autour de la fédération, autour de ce que vous mettez en place, monsieur le ministre, en Roumanie, sont parfois parallèles, mais pas toujours. Il y a des choix qui sont différents. Et moi, j'émets simplement le vœu maintenant, pour conclure, qu'on ait d'autres occasions de voir comment s'organisent des pays étrangers, parce que ça nous questionne sur notre propre pratique, nos propres certitudes. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde.